tellement partie de notre quotidien parce que dès que le journal arrive, on se précipite pour lire leurs chroniques. Dès qu'on rentre à la maison, on ouvre la radio pour pouvoir les entendre. Ce sont des journalistes et des animateurs de radio qui ont leur franc-parler, qui ne mâchent pas leurs mots, qui sont même des provocateurs. Pierre Pascot n'aimera pas une expression, mais qui sont des grandes gueules. Non. Oui, non. Je le maintiens. Alors, nous allons passer cette heure-là avec Pierre Pascot, Jean Cournoyer, Nathalie Petrovski, Gilles Proulx et Michel Lacombe. Et ça vaut bien une bonne main parce que tous ces gens-là ont l'habitude d'être en compétition. Et ce soir, ils ont accepté de se retrouver sur une même tribune, de mettre donc la compétition de côté et de nous expliquer un peu si, dans leur vie de tous les jours, par exemple, ils sont très différents de cette image qu'on entend à la radio. Est-ce que vous avez toujours été aussi virulent? Nathalie, par exemple. La première. Aussi virulente, où ça? Oui, bien, dès l'adolescence, dès votre jeunesse. Est-ce que dans votre vie de tous les jours, c'est comme ça? Non, en fait, non, j'étais très timide, moi. Ça m'a pris beaucoup de temps avant. Peut-être pour ça, en fait, je me retenais beaucoup. Et j'étais donc quelqu'un de très timide. Par la suite, un peu moins, mais je pense je devrais peut-être pas dire ça, mais on se défoule un peu comme ça. Alors, ce qui fait que quand on vient dans notre privé, on est un petit peu plus calme, en fait, parce qu'autrement, ça serait l'enfer. Hein? Alors, ça veut dire que vous allez en convenir, vous aussi, Gilles, est-ce que vous en convenez facilement, qu'il vous arrive de vous défouler en ondes? Oui, mais je pense représenter aussi un défoulement collectif de gens qui se disent qu'est-ce qu'on peut donc faire face à une situation, si ce n'est autre chose, puisque les mouvements de pression ne font plus bouger la roche qu'on veut déplacer, en l'occurrence le gouvernement, bien, on se dit, il y a un gueulard qui peut-être, à force de hurler et appuyé par un auditoire, va-t-il réussir à ébranler un ministre, un maire, un député? Alors, des fois, ça donne des résultats. Pourquoi vous n'aimez pas, Pierre, pourquoi vous n'aimez pas cette expression « grande gueule » ? Non, parce que grande gueule, c'est très péjoratif. Disons qu'on exprime des opinions bien senties, on les exprime avec le plus d'éloquence qu'on peut, on essaye d'être intéressant, d'être dynamique, mais grande gueule, ça veut dire qu'il parle à tort et à travers et qu'il fait du bruit pour le plaisir de faire du bruit. Et ça, c'est pas correct. Et puis, je ne suis pas non plus virulent, je ne pense pas. Je dis ce que je pense. Michel, est-ce que vous espérez aussi, avec ce que vous provoquez chez les auditeurs, avec la participation à la tribune téléphonique, vous espérez faire bouger des choses? Oui, mais sans se prendre pour le Messie, hein, c'est pas, je me sens pas chargé du sort du monde, là, ça n'a rien à voir. Mais c'est très facile de ne pas être de très bonne humeur quand on voit ce qui se passe et comment les gens qui ont le pouvoir l'exercent et comment les gens qui sont entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui l'endurent, tous nous autres, là, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ont du vrai pouvoir, manipulent nos vies de façon inconsidérée. Et c'est extraordinaire quand on peut en prendre un et dire, tu vois ce que tu as fait au monde là, ça c'est fantastique. Jean, quand on a goûté au pouvoir et qu'on se retrouve dans une situation comme la vôtre, est-ce que ça change les perceptions, ça? Je ne sais pas comment c'est quand on ne l'a pas goûté, parce que je suis placé dans une situation où j'ai goûté au pouvoir, mais je pense que quand on a goûté au pouvoir, on voit plus facilement le genre d'imbécilité que le pouvoir peut se rendre coupable. C'est encore pire quand on y a goûté. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est-à-dire, je le sais, moi, je peux porter même un jugement de valeur sur mes propres actions lorsque j'y étais. Et la façon dont je le regarde aujourd'hui, c'est pas du tout de la même façon que j'avais quand je le regardais dans le temps. Les politiciens, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec ça ici, les hommes publics qui administrent nos vies, comme Michel vient de le dire, ces gens-là vivent dans un cocon, sont à l'extérieur totalement, et le seul véritable écho qui leur vient, c'est des échos de voix comme celles de celles qui sont ici. Ça, ils l'entendent, parce que dans chacune des circonscriptions électorales, je suis convaincu que des hommes, des femmes, qui appellent leurs députés, puis ils disent, Gilles a dit ça midi, Pierre a dit ça matin, puis Michel a dit ça hier, puis Nathalie a écrit ça. Ils leur disent. Je suis content d'avoir dit la veille. Mais ça veut dire que vous avez beaucoup de pouvoir et vous le reconnaissez. Je pense que oui, c'est un pouvoir énorme mais dangereux. Parce qu'ils ne sont pas tous ici, hein? Non, et on va y revenir, ça, tout à l'heure. Les filles, oh non. Oui, vous aviez une question, vous. Bonsoir à tous. Moi, ma question, c'est que vous avez le pouvoir d'écrire et de dire ce que vous pensez. Mais si on vous donnait le pouvoir de changer
les choses au Québec, que changeriez-vous? Oh là là, c'est Qui une autre plonge émission, là-dessus? ça. Ben, moi, j'aime pas beaucoup la notion de pouvoir des journalistes. Je pense qu'il y a un mythe, là. On n'a pas d'autre pouvoir que celui d'aller voir. Notre job dans la vie, nous autres, c'est de faire ce que les gens voudraient faire dans leur journée, mais ils n'ont pas le temps de faire parce qu'il faut amener les enfants à l'école, il faut faire les repas, il faut aller travailler, il faut revenir. Alors, nous, c'est un job extraordinaire pour ça. Mais comme on a la chance et on est chargé d'aller voir ce qui se passe pour vrai, nous autres, on a le temps de voir qu'est-ce qui se passe, qui n'a pas d'allure et qui est de l'empiètement des pouvoirs publics sur la vie personnelle des gens. Et c'est ça qui met des gens comme nous en maudit la plupart du temps sur des sujets très précis, très pointus, là. C'est ça qui est la raison profonde. C'est pas le fait d'être une grande gueule en soi ou d'avoir un mauvais caractère. C'est le fait d'être exposé continuellement à voir les petits abus de pouvoir. Je ne fais pas des grandes théories politiques, là. Les petits abus de pouvoir quotidiens qui font sur la tête des Moi, citoyens. je pense pas. Je m'excuse, je ne vais pas répondre à votre question, mais je pense pas qu'on a du pouvoir. Parce que si on avait du pouvoir, il me semble qu'il y a des choses qui auraient changé. On gueule assez, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil. Puis même, ça va encore pire. Alors, donc, on n'a pas vraiment de pouvoir. On a un pouvoir d'expression. On peut s'exprimer. On peut dire, bon, et puis on peut apporter une sorte de note discordante. Mais moi, je suis très fataliste par rapport à ça. Je ne crois absolument pas que j'ai un pouvoir. Nathalie, le simple Mais fait... j'ai pas connu le pouvoir. Non, mais le simple fait aujourd'hui de constater à quel niveau d'indifférence les citoyens canadiens, surtout les Québécois qu'on connaît, participent à la campagne électorale en cours, le tel niveau de désapprobation que les gens ont vis-à-vis des politiciens d'aujourd'hui, c'est certainement pas créé juste parce que les gens reçoivent un compte de taxes. Oui, mais nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucun pouvoir de changer ça? Non, mais le pouvoir que nous avons, c'est d'exposer. Et la minute qu'on voudrait exercer le pouvoir demain matin, on se transforme la gueule comme des autres. Mais les gens ont juste à regarder leur compte de taxes. Ils n'ont pas besoin vraiment de nous. On peut simplement peut-être renforcer ça, mais je veux dire, ils en sont bien conscients. On pourrait penser que vous aimez ajouter de l'huile sur le feu parfois aussi. Oui. Oui. Non. Pierre Patrick. Non. Il y a Gilles et il y a Pierre qui veulent revenir là-dessus. On fait une courte pause et on est avec vous tout de suite. Il est temps que je vienne faire campagne dans la province, que je suis né dedans, là. Si ça fait pas mal, ça vaut pas la peine. Je suis la Vierge. Je suis la Madonna. Adorable. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir des gens dont on aime bien le franc-parler, qui ne mâchent pas leurs mots, qui ont des opinions très déterminées. Je disais tout à l'heure que vous avez même à l'occasion tendance à jeter de l'huile sur le feu. Je le dis parce que je le pense encore. Gilles n'avait pas l'air d'être d'accord du tout Ça avec me ça. fait rire parce que, hormis qu'on jette trop d'huile puis le feu ne s'allume pas, je cherche la révolution dans les rues ou les manifestations et à part des groupuscules connus et marginaux, je ne vois pas grand monde descendre dans la rue et dire Pasco a dit qu'on devrait boycotter les taxes de telle ville ou Proulx a dit que la loi 101 était bafouée, par conséquent, allez-y par milliers. Sur le collectif, notre pouvoir est bien limité. Il, je pense, alimente les conversations. Mais des fois, on utilise des mots, ou enfin, moi, je le fais, j'utilise beaucoup la caricature. Il ne reste plus que la dérision face à l'impossibilité de changer de quoi. C'est de rire d'un ministre, c'est de rire de sa législation. Par contre, sur l'individu, il nous arrive parfois d'avoir des pouvoirs. Je pense à une dame qui appelle, qui se fait exploiter par un croque-mort. Elle fait appel à l'animateur, fort du bruit qu'il peut provoquer. Le croque-mort baisse l'état de compte en ligne téléphonique. Je dis bien, c'est arrivé. Ou encore un petit gars qui reçoit une balle dans la tête, il est dans un dépanneur, il est handicapé, il me téléphone, partiellement handicapé, vocalement parlant. Je suis allé à CSST, je ne suis pas capable d'avoir de chèque. Ils me disent que ce n'est pas un accident du travail. Tu vas voir ça, mon petit, je vais m'en occuper, mon petit Lahaye. Je vais appeler à CSST, on va te les brasser. Tout d'un coup, 2 jours après, on va au Journal de Montréal. Merci à l'animateur Intel ou Gilles Proulx, j'ai mon chèque. Bien, je pense qu'à ce moment-là, ces grandes gueules-là sont drôlement utiles dans la société, quoi qu'en disent certains intellos qui nous dénoncent. Pierre, là-dessus? Oui, on ne jette pas de l'huile. Chacun fait son métier dans la vie. Et puis, nous, notre métier, enfin, moi, mon métier, c'est de regarder ce qui se passe et puis d'essayer de décanter ça et de décoder, par exemple, les discours des politiciens. On est en campagne électorale en ce moment et puis on pète de la broue chaque jour. Et chaque jour, il y a une trallée
de reporters qui suivent les chefs et qui fidèlement rapportent ce que disent les chefs, que ça ait du sens ou pas, peu importe. Et ça devient finalement de la manipulation de l'information. Et nous sommes là, moi je suis là pour essayer de regarder ça avec un peu de recul et de faire ressortir les choses qui ne sont pas toujours mises en évidence. Toi, tu avais une question. Oui, bonjour à tout le monde. En passant, félicitations pour vos beaux programmes. Puis moi, la question que j'aurais pour vous tous, c'est comment percevez-vous votre rôle au sein des médias? Vous voyez-vous comme des justiciers ou comme des Robins des Bois modernes qui possèdent la vérité pour tous les grands sujets? Des empêcheurs de tourner en rond. Nous, on sème le trouble dans les médias, dans la profession journalistique, où je pense qu'on a un peu tendance à agir comme des bureaucrates, comme des fonctionnaires, rester dans la norme, faire ce que tout le monde fait, etc. Et puis, moi, j'essaie de faire mon travail différemment. Et ça dérange bien des gens. Jean? Je prends juste une tribune téléphonique qui dure 2 heures. Il va de soi que j'énonce mes opinions, mais c'est une place aussi où le monde ordinaire, sous le couvert de l'anonymat la plupart du temps, peuvent exprimer leur opinion aussi franchement que je peux le faire. En ce sens-là, les gens peuvent parler aux autres, aux politiciens, via une tribune téléphonique, et surtout vérifier l'adéquation entre leur opinion et les opinions généralement exprimées soit par l'animateur, soit par les gens qui appellent. C'est un rôle que je considérais comme un rôle social, et je suis totalement d'accord avec Pierre quand il dit qu'aujourd'hui, l'information, elle devient de plus en plus identique. Prenez juste chez nous, à CKC, on commence à perdre notre salle des nouvelles. La CGMS, c'est à peu près la même chose qui s'en vient si ce n'est pas déjà fait. CKVL l'a fait. Qu'est-ce qui reste à un moment donné? Les journaux, c'est la presse canadienne la plupart du temps, où la reproduction presque mot à mot, puis de ce qui a été dit par les hommes politiques, parce que c'est ceux-là qu'on vise la plupart du temps, c'est presque mot à mot, et c'est comme une sorte d'honnêteté qui dépasse les cadres, c'est-à-dire que je suis tellement honnête que je ne dirais pas qu'il est cave, je vais juste dire ce qu'il a dit, puis le monde va juger qu'il est cave. Regardez les nouvelles le soir à la télévision et vous allez voir en même place les mêmes nouvelles avec les mêmes citations, des mêmes politiciens, tous les reportages se ressemblent, vous écoutez la radio, les nouvelles à la radio, tout se ressemble et vous lisez les journaux et tous les reportages se ressemblent. Vous avez lu un journal, vous les avez lus tous. Alors, vous nous dites en clair qu'on a bien besoin de votre couleur et de votre fougue, mais je veux savoir si vous vous fixez... Oui, Michel? C'est ça, parce que les gens qui appellent de la tribune téléphonique, dans le fond, ils appellent, enfin, moi j'insiste beaucoup là-dessus et ça répond beaucoup. Les gens appellent souvent pour donner de l'information. Les gens deviennent un peu aussi journalistes et ils complètent constamment, tous les jours, l'information qu'on donne, parce que, enfin, surtout quand on a un réseau comme chez nous à Radio-Canada et qu'on peut parler à tout le Québec en même temps. S'il y a un truc qui se passe à Montréal, puis que les gens appellent de Sherbrooke, puis de Chicoutimi, puis de Gaspé pour dire chez nous c'est comme ça, les histoires de services de pompiers qui n'ont pas le droit d'aller éteindre un feu dans la ville voisine, des affaires comme ça, c'est extraordinaire. Il se crée une espèce de solidarité, mais en même temps, les gens deviennent capables de dire chez nous ça s'est passé comme ça, et c'est pas normal, et c'est pire que ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est extraordinaire. Il faut répondre à la question, monsieur, qui sommes-nous, des justiciers ou des hommes de spectacle? La radio se doit d'être spectaculaire. Et des femmes aussi. Je m'excuse, mais je cherche les grandes gueules chez les femmes, mais je ne trouve pas. Voilà un métier qui devait peut-être exclusif, les gens vont vouloir rentrer. Il y a 2 sortes d'animateurs, monsieur. Il y a les excellents animateurs ordinaires, et il y a des animateurs qui ont de la personnalité. Et je pense qu'on écoute, on n'écoute pas ces cassés, on écoute Cournoyer. On n'écoute pas ces gars-là, on écoute Pasco. On n'écoute pas ces gens-là, on écoute trop. Alors, c'est ça. Oui, je veux savoir de vous, par ailleurs, si vous vous fixez des limites, parce que, bon, Michel disait tout à l'heure, les auditeurs nous appellent, contribuent à faire avancer les choses, racontent leur propre expérience et tout. On a vu des dérapages terribles récemment. S'attaquer à un ministre dont la santé est chancelante. On a vu un animateur de radio laisser aller ses auditeurs et dire des choses terribles en tout cas, moi, je trouve ça effrayant qu'on puisse entendre ça à la radio. Est-ce que vous vous fixez des limites? Voilà. Quand on a dit tout à l'heure que pour nous, la radio, c'était un exutoire, c'était un défoulement, je ne regrette pas pour moi. Moi, quand j'ai besoin de me défouler, quand j'ai besoin d'un exutoire, j'écris. Je passe ma vie à écrire, j'ai des correspondants, je peux écrire ce que je veux. J'écris à longueur de jour, et puis des fois je détruis ce que j'ai écrit. C'est ça mon défoulement. Quand je suis à la radio, c'est mon métier, c'est mon travail, et ce n'est pas la même chose
j'ai des responsabilités, c'est un métier dangereux, je pourrais à tout moment me faire poursuivre par des gens, je pourrais causer certains dégâts à la société, à des personnes. Et ça, j'ai une énorme responsabilité sur mes épaules, dont je suis parfaitement conscient. Je ne suis pas à la radio pour m'amuser. Je suis à la radio pour travailler. Nathalie veut revenir là-dessus. On s'arrête pour quelques messages et je reviens à vous. Du scruton, 9 sandwichs, 8 biscottes, 7 omelettes, 6 salades, 5 gratins, 4 choux et 3 pizzas, 2 tartines et une souris verte. Ils écrivent, ils parlent fort et ils dérangent et on peut se demander s'ils se fixent des limites. Est-ce que vous, Nathalie, dans l'écrit, vous en établissez des limites, vous vous dites, je ne franchirai pas ça, par exemple? Ben, c'est-à-dire que, bon, il n'est pas question d'écrire ou de parler à travers son chapeau pour dire n'importe quoi, d'accord? On est soi-disant des êtres responsables et c'est vrai qu'on va faire un peu d'autocensure. Cela dit, moi, je suis contre ça. Je trouve qu'on a un outil merveilleux d'expression et je trouve qu'il faudrait qu'on teste les limites de notre liberté constamment. Évidemment, ça nous joue des tours et ça peut nous faire mal, ça peut faire mal aussi à d'autres mondes, mais j'aime pas tellement l'autocensure, moi, dans ce métier-là. On est les seuls qui avons le droit de nous exprimer presque totalement librement, mais c'est pas vrai non plus. Mais je trouve qu'il faut que nous, on soit un petit peu délinquants là-dedans et qu'on teste constamment ces limites-là, quitte à se faire taper sur les doigts. Mais vous allez me dire, je suis un peu irresponsable, je ne sais pas. Avez-vous encore des amis? Oui, mais elle ne traite pas du même genre de sujet que nous. Non, il y a ça aussi. Vous êtes moins politique et moins social. Parce que dans ce genre d'émission, il y a une limite. Pour moi, il y a une limite absolue, et ça s'appelle l'abus de pouvoir. Parce qu'au moment où on transgresse cette limite-là, là, on se livre à la même sorte d'abus que ceux qu'on dénonce constamment, c'est-à-dire l'abus de pouvoir. Au moment où on commence à monter les gens les uns contre les autres, comme certains animateurs qui se décrivent comme ayant une forte personnalité font constamment, ça devient une chose assez grave. Quand on monte les gens contre les autres, on ne joue plus un rôle d'information. Quand on monte les gens les uns contre les autres, là, on devient un agitateur, on devient un élément politique soi-même, et on s'interdit d'une certaine façon. Il n'y a personne qui se monte les uns contre les autres. Il n'y a personne qui monte contre l'autre non plus. Et entre un animateur qui dit tel groupuscule est comme ci et comme ça, on se doit de le dire. S'il préfère être une standardiste, et nous passons notre appel, merci beaucoup madame, c'est très bien, nous allons passer à une autre ville, je regrette, ce n'est pas un animateur qui s'implique. Et un animateur se doit, dans le contexte de la radio et la compétition qui existe actuellement dans ce système, s'impliquer, ce qui est dangereux. Et on doit maintenir une certaine honnêteté intellectuelle quand même, si l'impartialité n'existe pas. Un animateur, c'est un gardien de but. Et l'individu ou la femme qui appelle et qui me passe une gratuité ou une couleuvre entre les deux jambes, c'est un but compté contre la réputation du sujet ou de l'individu qu'on traite. Et c'est à lui de voir, à ne pas faire passer ses rondelles. Êtes-vous en train de nous dire que vous trouvez que Michel Lacombe est trop tranquille? Alors, mais il vient de me dire que je soulève des gros. Est-ce que c'est ça que j'ai vous dont vous parlez? Je pas dans le nom, on parlait de gens qui se décrivent comme de... Je serais curieuse de savoir d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez les uns des autres. S'impliquer, c'est une chose. Prendre le risque d'exprimer une opinion, c'est une chose. Mais monter la tête des gens, c'est autre chose. Susciter des haines raciales, par exemple. Soulever la haine contre un certain groupe de personnes, que ce soit des morts, que ce soit des noirs, que ce soit des jaunes, des bleus ou des verts, ça c'est une autre paire de manches. Et ça, moi, je ne veux pas le faire. Au contraire, je pense qu'il y a certaines limites qu'on ne doit pas dépasser, certains principes qu'il faut défendre, des principes de justice, des principes d'égalité. On a ici ce soir, Madame Lamarche, je n'en reviens pas, tous ces gens sont sanctifiés tout d'un coup, sont devenus des grands professionnels de la communication, alors qu'eux aussi sont l'objet d'attaques de la part de nos intellectuels et nos révolutionnaires de terrasse. Ils sont aussi des démagogues et des jaunistes. Et quand un animateur, dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas le nommer, par principe et éthique, est venu dire le 12 avril à 8h moins 10, 8h moins 10, 12 avril, CKVL. Pierre, je te garantis, moi je le sais, Robert Bourassa, dans 3 mois, mort enterré sur terre. Et que le même Pierre ne dit rien. Et on est rendu à ce que je sache bientôt au mois d'octobre, on se laisse passer une couleuvre entre les deux jambes, ou une rondelle. Vrai ou faux?
Alors, je pense que j'ai la réponse à ma question de tantôt. Vous vous percevez vraiment comme des fiers compétiteurs, et puis il n'y a pas d'amis là, sur la tribune. Je fais marquer que j'étais gentil, et comme Yasser Arafat, j'ai tendu la main à partir tout à l'heure. J'étais gentil en rentrant ici. Mais si je comprends, ça s'arrête là. Ben là, les cloches empoisonnées rentrent et je les endure pas. Nathalie, Michel dit qu'il n'y a pas d'amis sur cette tribune-là. Vous deux, vous vivez ensemble. Hein? Ben, me semble. Alors, je ne veux pas passer de rumeur. Deux provocateurs qui vivent ensemble, deux grandes gueules qui vivent ensemble, ça donne quoi, Michel? Ça donne un charmant bébé de 2 ans et quart. Calme, ça donne un bébé Calme. très calme. Je dis, tant qu'à vivre avec ces gens-là, c'est aussi bien d'être raisonnable et calme. Mais si, tu avais une question. Une question à n'importe quelle personne. Qu'est-ce que vous trouvez de plus déplorable à pratiquer ce métier-là que vous exercez, là? Qu'est-ce qui vous déplore le plus à pratiquer? Moi, ce qui m'horripile le plus, c'est la critique des terrassiers de la rue Saint-Denis. Ces gens-là, les grands critiques, les intellectuels de la presse, de Radio-Canada. Ces gens-là qui vous font des choses qui vous... La campagne électorale confédérale Ils font une catégorie d'animateurs, alors qu'ils n'écoutent même pas. Mais ils ont entendu dire que tel a dit que c'est épouvantable, il a dit que tel groupe peut-être... Ils n'écoutent même pas. L'émission dure 3 heures, c'est ça qui m'horripile le plus. Les intellos qui, en méconnaissance de cause, se font aller à la guerre. Jean, qu'est-ce qui vous horripile le plus dans ce métier-là? Rien du tout. Ce qui m'horripile, c'est non pas la façon dont je fais mon métier, ni la critique que les gens ont, c'est des gens qui agissent bêtement dans quelque sphère d'activité que ce soit, et je le transporte bien. Mais le fait de faire mon métier, je suis très heureux de le faire comme je le fais. J'ai eu, depuis que je pratique ça depuis 17 ans, j'ai eu une seule action, vraiment. Là. Ils m'ont pogné à 4 places en même temps, au Conseil de presse, au CRTC, et puis l'autre, c'est quoi, dans la Cour supérieure, plus, bien sûr, le syndic du barreau, parce que j'étais encore membre du barreau. J'avais osé traiter un avocat d'enfant chien. Et c'était sorti d'une façon tout à fait spontanée, parce que c'était probablement vrai, mais il ne fallait pas que je le sente ça, parce que c'était pas correct. Et quand on se laisse aller, c'est des expressions de sentiments, des expressions d'opinion aussi. On les donne, nos opinions. On peut avoir un excès dans le langage, mais on ne peut pas avoir un excès dans l'opinion. Notre opinion, c'est notre opinion. Vous n'êtes pas d'accord avec, vous avez parfaitement le droit de ne pas partager cette opinion-là. Mais ça, quand le fait que je constate que plusieurs personnes sont en désaccord avec moi, c'est correct, ils ont le droit. Mais j'exprime, et je pense que Pierre, c'est la même chose, moi, ceux que je connais ici, expriment foncièrement une opinion sur un fait avec les connaissances qu'on a sur les faits. Mais à part de ça, vous êtes très précieux pour vos patrons, j'en suis sûr, mais vous devez être des éléments joliment dérangeants aussi, vous devez leur faire peur, souvent, et j'aimerais ça qu'on y revienne tout de suite après ces quelques messages. C'est pas vrai. Ben non! Enfin, la pizza parfaite. Comme la croûte écrite et non frite, il n'y a pas de suite, pas de gâchis, seulement du goût super et rien d'autre. La pizza parfaite, sans perte et sans gâchis. On parle aujourd'hui avec des gens qui sont passionnés par leur métier, qui expriment volontiers leur opinion, qui n'ont pas peur, qui ne mâchent pas leurs mots. Et monsieur demandait tout à l'heure qu'est-ce qui vous dérange le plus dans ce métier-là. Je me demandais qu'est-ce qu'on déplore le plus dans ce métier-là. Moi, je veux répondre, en fait, c'est qu'on a peur des mots. Les gens ont peur des mots. Nous-mêmes, on a peur des mots. En même temps, on joue avec les mots. Et je trouve, et ça, c'est comme un problème social. D'ailleurs, nous sommes ici des grandes gueules. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le terme grande gueule. Si on était en France, nous ne serions pas ici parce qu'il y a 50 millions de grandes gueules. Et c'est un truc très québécois, justement, de ne pas vouloir parler. Enfin, on est un peu suisse, je trouve, dans nos comportements. Et on a peur des mots. Et moi-même, j'ai peur des mots. Et des fois, bon, j'y vais pareil. Mais bon,
bon, évidemment, il y a des poursuites, il y a toutes sortes de problèmes avec ça, mais j'aimerais ça qu'on soit un peu plus dégagé par rapport au poids et au choc des mots. Et c'est ça que je déplore dans ce métier-là. Bon, ben là, Nathalie, je veux une réponse claire. Oui. Je vous ai demandé tantôt, avez-vous encore des amis? Si j'ai encore des amis, oui, ça n'a rien à voir. Enfin, d'abord, il y a une vie privée, il y a une vie professionnelle. Et ça, c'est... Évidemment, dans certains milieux... Parce que vous avez eu là-dedans long. Oui. Dans certains milieux où il y a certaines personnes qui m'en veulent encore, c'est-à-dire 2000 ans plus tard. Mais ça, c'est leur problème. Mais cela dit, bon, le temps passe, ça fait longtemps que je suis là aussi. Alors, mais j'imagine qu'il y a bien du monde qui m'haït, puis il y en a d'autres qui m'aiment aussi. Alors, c'est pas un problème. Oui, vous avez une question. Oui, ça s'adresse à M. Proulx. Lorsque vous dénoncez quelque chose en ondes, est-ce que vous n'avez pas envie plutôt de vous sentir frustré, de prendre le flambeau, de vous lancer dans une carrière politique? Absolument pas. Je sais que j'aurais d'abord moins de pouvoir et j'ai déjà à 2 reprises tenté de faire de la politique. Pour servir la communauté sans doute, parce que j'étais idéaliste et je croyais à la transformation de la société par la politique, mais je me suis désillusionné. Les gens me prennent pour un loup ou un tigre enragé, mais moi aussi, en dehors du micro, quand il est fermé, je passe à d'autres choses. Non, ça ne m'intéresse pas. Oui. Moi, ma question s'adresse plus à Nathalie Petrovski, ça tombe bien, c'est la seule femme. J'aimerais savoir s'il y a eu des avantages ou des désavantages à être journaliste dans votre carrière. Ça a été un avantage ou un désavantage? Le fait d'être une femme? D'être une femme? Ça aide. Ça aide? Non, ça aide pas. Non, je trouve pas. J'ai tendance à dire non, enfin, il n'y a pas... Mais c'est pas vrai. Je pense que, quand j'ai commencé, j'étais très jeune et j'étais très dure. Et je pense que le fait d'être une femme, si ça avait été un homme, bon, évidemment, si j'avais été un homme, peut-être j'aurais écrit différemment, mais venant d'une femme, on dirait que ça dérangeait plus. Je pense que, maintenant, on est 20 ans plus tard, donc j'imagine que là, on sait qui je suis et tout ça. Ça marchait pas mal. Oui, ça marchait pas mal, cela dit, mais quand même, je sais pas, il me semble que, je sais pas. Oui. Bonjour, moi ma question est pour Gilles Proulx. Moi j'admire énormément votre émission parce que quand on fait une émission de radio, une tribune téléphonique, des fois c'est pas toujours facile. Mais à un moment donné, quand on fait attention qu'un éditeur va mettre ses gambas qui disent lui, Gilles, attends une minute, me l'avoir saison, comment est-ce qu'on réagit quand, supposons la crise américaine ou peu importe la saison, comment est-ce qu'on se sent là-dedans, Gilles? Parce que des fois on se dit, bon, lui il gueule, il est comme ci, comme ça, mais en général, comment est-ce que les gens vous perçoivent sérieusement? Ben, je pense qu'ils me perçoivent majoritairement à peu près comme vous. Ils me disent, t'es un bagarreur, t'es un petit coq. Les Québécois ont besoin de personnes qui savent se lever. Il a dit tout à l'heure, 50 millions de Français crient. Il n'y en a pas assez ici, on est trop des Suisses, on est les Québécois des années 59 encore. Alors il y a un petit coq dans la société qui crie, qui dit qu'il y a une injustice quelque part. Puis, même s'il n'est pas le ministre de la Justice, s'il finit par créer un courant qui met de la pression quelque part, magnifique. Quant au gars qui essaie de me planter entre guillemets, disons que j'ai assez de métier, je cherche les gens qui ont réussi à me malmener, pas beaucoup, il y en a eu, mais il faut être assez préparé, surveiller la fin de phrase du gars qui parle, rentrer et le désamorcer. Merci. Bien aimable, avis aux intellectuels. Voilà, vous avez une question. Oui, pour M. Cournoyer. Pourquoi vous ne revenez pas à la politique? Nous avons besoin d'hommes comme vous, capables d'émettre leur opinion sans patiner. J'avais un gars qui a eu ses opinions et quand il était en politique, il a été désillusionné, il est mieux être dans les médias. Alors, à partir de l'expérience de mon ami Jean, j'ai pas envie d'y aller. Non, mais là c'est... Oui, ben oui, c'est justement un genre qui pose la question. Il m'écoute pas. Je me regardais. Disons qu'aujourd'hui, si j'avais jamais été en politique, je ne saurais pas où est le véritable pouvoir. Mais je le sais où il est. Et la seule chose qui est un peu épouvantable en politique, c'est ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Tu es obligé de te farmer. Alors que ce que nous pouvons faire à la radio, c'est que c'est ton opinion que tu exprimes le plus librement possible. Et aujourd'hui, les gens nous respectent parce qu'on l'exprime. On se mettra demain matin en politique, Gilles puis moi, là, assis en politique, faudrait se taire. Parce que la ligne du parti est inscrite, la ligne du gouvernement est inscrite sur la Chambre dans le parti. Au bloc, côté que le chef a dit l'autre jour, que ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne de parti, c'est dehors, c'est pas compliqué.
Mais écoutez, il y a un exemple parfait, c'est Vincent Desranotier. Il s'est fait élire parce qu'il était le défenseur des petits vendeurs d'essence, des petits citoyens, etc. Une fois élu, une fois député conservateur, ça a été fini. Il a complètement changé d'attitude. Alors, jamais, jamais de politique pour vous autres. Bon, ça ne veut pas dire bien la fête qu'on n'a pas Bien, bien. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. C'est pas qu'on aurait... Affoler des Big Mac. Alors, après votre premier au prix courant, prenez-en un deuxième pour seulement 60 cents. Mais après 16 heures et avant le 10 octobre. Parce qu'après, vous ne pourrez plus mettre la main sur une petite bonne offre. Qu'est-ce qu'on fait après avoir rêvé à l'œuf avec muffin toute la nuit? On en prend un au prix courant, chaque seconde pour seulement 69 cents. Mais ne tardez pas d'en profiter. Parce qu'après le 10 octobre, cette offre aura disparu. On retient aujourd'hui des gens qui aiment la controverse, qui dérangent, et il est sûrement arrivé que vos mots, ou ce que vous avez écrit, dépassaient votre pensée. Il vous est arrivé, j'imagine, d'aller trop loin à un moment donné, et de le regretter. Dire là, j'ai dépassé les bornes cette fois-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez regrettées? Oui, bien sûr. Et puis, quand on se rend compte qu'on a fait une gaffe, on peut le dire. Contrairement à Nathalie, elle écrit et elle peut se relire avant que ça soit publié. Puis, une fois que c'est écrit, ça ne peut pas être effacé. C'est dans le journal, tout le monde l'a lu. Tandis que nous, c'est en direct et c'est spontané. Il m'arrive de faire des gaffes, il m'arrive de dire des choses qui dépassent ma pensée, il m'arrive de faire des fautes de français, il m'arrive de faire des erreurs. Et puis, c'est en direct. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais je peux quand même dire, je me suis trompé et j'ai fait une erreur, pardon. Oui, je fais partie d'un groupe de défense des personnes sociales. Je voudrais demander à M. Pasco si il y a souvent des tentatives de manipulation des politiciens, des animateurs de radio. Si les politiciens essaient de nous manipuler? Oui. Mais comme vous, monsieur, comme tous les groupes de pression, ils sont là pour ça. Tout le monde essaye de nous manipuler. Vous devriez voir le courrier qu'on reçoit. Vous devriez voir les piles et les tonnes de communiqués de presse. Ça, c'est la manipulation ouverte, mais il y a des manipulations aussi beaucoup plus subtiles, beaucoup plus cachées. Tout le monde essaye de manipuler la presse en général, et nous en particulier. Et vos patrons, là, on ne l'a pas abordé finalement tout à l'heure, est-ce qu'ils vont vous voir des fois en disant, par exemple, Michel, ça n'a pas de bon sens, t'es allé trop loin, ou tu nous crées du trouble, ou il va falloir que tu reviennes là-dessus. Est-ce qu'on vous demande parfois de vous rétracter? Ça m'est jamais arrivé. Il faut dire qu'à Radio-Canada, la situation est peut-être un peu différente des stations privées là-dessus. On exerce plus certaines prudences. Non, je suis pas d'accord avec ça. Et moi, j'en ai jusque-là des gens qui dénoncent les intellectuels comme si c'était une race à part. Les intellectuels sont les gens qui font partie de la vie civile comme tout le monde. Ça prend des ouvriers, des intellectuels, des journalistes, et toutes sortes de monde. Et ça n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est que les gens parlent honnêtement et essaient de voir un peu de quoi ils parlent. Parce que c'est facile de se mettre en maudit puis de dire n'importe quoi pour compenser le fait qu'on n'est pas tout à fait au courant du dossier. Ça arrive, ça, couramment. Alors, la difficulté, c'est de creuser le plus possible. Quand on est en maudit et qu'on veut le dire absolument, il y a une façon très simple d'arriver à le faire. C'est de creuser le dossier assez longtemps pour voir si on a raison ou tort. Si on a raison, on va être encore plus en maudit, tout le monde va être d'accord. C'est assez simple, mais c'est compliqué, c'est du travail à faire, ça. C'est du travail. Je vous dis dans les annales, Claire, de Radio-Canada et CBC pour savoir que de l'autocensure, il y en a eu par le programme. Je défends personne d'autre que moi-même. Il y en a eu une radio que nous payons et il y a de l'autocensure. Dire le contraire, c'est vraiment... Si on parle de vous, il y en a partout. C'est d'abord québécois pour en rajouter là-dessus. On aime bien ça, pas trop déranger, hein, une société à l'image de certains de nos hommes publics. Là, on aime ça quand c'est calme, quand ça brasse pas trop. Je pense aux hommes publics à Québec ou à Montréal. Là. Et il faut brasser, c'est sûr qu'il faut se brasser, mais il faut le faire de façon un petit peu sérieuse. Pas tout le monde est bébé. Il faut le faire de façon un peu sérieuse, en étant documenté, en sachant mais quand on fait ça, ce métier-là de brasser, de provoquer, de chercher la controverse, et puis il y en a d'autres qui le font aussi. On ne cherche pas la controverse, et là, il nous tombe dans la face, la controverse. On ne cherche pas. Oui. Elle arrive. Et que vous avez des compétiteurs aussi qui font la même chose. Est-ce qu'on
doit pas tout le temps renchérir et en remettre davantage et finalement, on tombe dans le spectacle. Tu penses ça comme ça, oui. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment, là? Oui. Vous aussi? Vous êtes en train d'essayer d'appicoter le monde? Vous êtes en train d'essayer? J'ai dit que c'était une grande gueule tout à l'heure. Non. Je vois clair dans votre tête. Claire. Pierre. Oui. Laissez-moi parler. Oui. Vous êtes dans mon studio. Laissez-moi parler. Ce que je cherche à faire, je voudrais comprendre quelle sorte de relation vous avez les uns avec les autres. Si Gilles Proulx, par exemple, un jour, débarque à CJMS et fait énormément de bruit une journée, qu'est-ce que Pierre Pascoe se dit le lendemain? Est-ce que je dois en faire davantage? Non, moi je fais mon travail comme je dois le faire, comme je l'ai toujours fait depuis le début, et puis les autres peuvent faire le leur. Je n'aime pas les coups bas, je n'aime pas des gens qui essayent de déblatérer contre moi, de dire des choses très méchantes et très pernicieuses contre moi. Ça, je le prends très très mal, parce que j'essaye de ne pas démolir mes compétiteurs. Oui, madame. Bonsoir. Moi, justement, la question de discipline. Quelle sorte de discipline vous devez vous imposer? Ça m'adresse à tout le monde, là. Puis vous, M. Pascoe, je m'adresse à vous parce qu'à vous entendre, vous êtes tellement arrogant, insolent, condescendant. Et même, parfois, vous prenez pour Dieu le Père. C'est pas moi qui parle, là. Mais quand on vous voit, très bel homme, là, si je vous avais vu avant de vous entendre, c'est toute une autre opinion que j'aurais de vous. Et à M. Cournoyer, vous, je ne vous pardonne pas d'avoir tant magané Mathias Rioux. Un fidèle homme. Alors, c'est ça, la question de discipline. Comment vous démarquez votre vie privée? Vous savez, quand vous faites 2 heures ou 3 heures de radio et vous êtes enragé et vous avez des problèmes et vous êtes là puis brassé, comment vous débarquez de ce merry-go-round, si je peux exprimer cette expression française, pour devenir plus humain, pour retourner chez vous et être... Je porte toujours une médaille miraculeuse sur moi. Non, mais c'est comme missionnaire, dans le fond. Alors, il faut savoir, vous avez raison, il y a une discipline très rigoureuse, que ça exige pour être un animateur de radio, une animatrice. La première chose que ça demande, c'est du souffle, du volume dans les poumons, de l'expression, une discipline de minutie extraordinaire, et aussi avoir à traiter, comme vous dites, avec des problèmes personnels en ouvrant le micro. Il faut que vous laissiez vos problèmes personnels à la porte et que vous parliez des problèmes qui intéressent collectivement un groupe. Et une fois sorti, il faut passer à d'autres choses. Il y a combien d'autres choses dans la vie qui peuvent nous faire oublier ça, et c'est comme ça qu'on peut. Mais avouez que des fois, et je parle pour vous, mais en fait pour vous tous, vous vous indignez, mais dans le fond, est-ce que vous êtes vraiment indigné? Il y a un trou à faire, il y a des verbes à remplir, et bien, alors l'indignation vient en avant, là, non? Vous êtes peut-être indigné tous les jours. On n'est pas indigné tout le temps, c'est sauf que, comme madame, vous avez une fausse impression, on n'est pas tout le temps pompé, on n'est pas tout le temps enragé. Jamais demandé votre café. C'est toujours on a l'impression que c'est juste l'incursion au programme de Sylvain Lévesque. Bon. Ouais. Et ça allait bien, prenez mon café, j'écoutais Suzanne avec Marie-Hélène Roy. Et vous faisiez votre incursion dans le programme. Et là, vous étiez comme une douce d'eau froide. Non, mais c'est vous brassez, c'est du niaiserie, c'est que c'est la pour dire, ben non, mais ça arrive, le Seigneur arrive, et c'est là, et là, vous annoncez vos sujets, et là, vous repartez. Et là, Suzanne Lévesque disait, ben, elle va écouter une petite musique, puis sortir la tête. Vous pensez qu'elle ne faisait pas son show, elle? Vous pensez pas qu'elle m'écoutait comme Pierre Lamar? Comment ça fait que c'est mon métier? C'est de connivence avec Mme Lévesque, parce que parfois, ça se fait faire. Disons qu'elle avait un don pour m'agacer. On va s'arrêter là-dessus, on revient tout de suite après ce message. Alors, ça, je dis des gens qui ont leur parler, les hommes sexuels ici, Madame Seplin, Jean de Tangerie, ça répète, ça dit ça là, c'est ça, vous êtes acharné à Seplin, c'est Mathias Séville. C'est qui a cours dans les milieux, j'ai jamais été marseillais, c'est Mathias Séville. Mathias
souvenir, c'est un fameux moi dans l'accident. Je suis défendu la plupart du temps comme je pensais que je devais me défendre. Et dans le cas où il y avait des débats comme ça, c'était vraiment un débat. Et ma classe réunie avait une formation des idées politiques qui étaient à l'opposé des miennes. Une formation qui était une formation d'historien, mais j'avais une formation de politicien puis d'avocat. À la limite, il y avait un sujet quelconque. C'était tout à fait naturel de ne pas penser pareil. Sauf que ce n'était pas toujours un affrontement. C'était des positions différentes, divergentes à cause des circonstances de la vie qui ont fait qu'on peut pas dans les écoles. Mathias, après ça, vous êtes beau en plus. Imaginez-vous que Nathalie, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous allez prendre votre retraite? Quand je vais mourir, non, vous allez prendre votre retraite, je sais. Qu'on dise de moi? En ce qui concerne votre façon de dire. Avec la peur des mots, je sais pas. Gilles, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous allez prendre la terre? Quoi donc? Michel? Non, j'en ai aucune idée. Là, c'est moi qui dis pas. Je vais regarder comment Tournoyer va faire ça. Je vais prendre le temps. Jean? Non, mais je souhaite de tout cœur que les gens se rappellent de moi comme étant un animateur sérieux qui ne se prenait pas pour un autre et qui donnait son opinion puis qui invitait les gens à la dire leur opinion dans un pays où on a de plus en plus besoin de le faire. Dans ce sens-là, si j'ai réussi ça, c'est parce que j'ai réussi. Si j'ai réussi ça, j'ai réussi bien mieux ma vie que si j'avais été ministre tout le temps. Pierre? Peut-être que j'ai réussi à ouvrir les yeux de certaines personnes, à les avertir de certaines choses, à leur faire comprendre certaines choses, à ne pas prendre ce qu'on leur dit pour de l'argent comptant, à être un peu sceptique face à la réalité qui les entoure. Ça me plairait. Ça, c'est une question. Oui, c'est ça. Moi, ma question s'adresse à M. Pascou. Quand vous êtes arrivé à votre station de radio, à peu près en même temps, tous les journalistes de votre salle de nouvelles, tout le bar, c'est-à-dire qu'on n'a plus de journalistes qui sont venus à CKVL, on n'a plus de salle de nouvelles, on prend des nouvelles en canne pour engager quelqu'un qui donne un show. Est-ce que vous n'êtes pas un peu mal à l'aise de prendre la place des journalistes qui ont comme rôle d'informer? J'ai pas pris la place de qu'un journaliste, j'ai rien à voir dans la fermeture de la salle de nouvelles de CKVL. Et maintenant, CKVL est affilié au réseau NTR avec un très grand nombre de journalistes très compétents qui renseignent bien les gens. D'ailleurs, CJMF et CKAC sont en train de faire la même chose que nous. Parce que la situation est telle qu'on ne peut plus se permettre dans une salle de nouvelles avec des dizaines et des dizaines de journalistes à les postes radio. Et ce n'est pas à cause de moi que les journalistes ont été congédiés. Ouais, merci, je n'ai pas sensibilisé, mais je veux dire, en général, là, vous ne trouvez pas ça inquiétant, la disparition des salles de nouvelles et des journalistes qui vont crier. J'ai une seule source, c'est dangereux. Il y a combien de journalistes dans les salles de nouvelles de radio qui vont vraiment crier? Ça, il faudrait le prouver d'une part. Deuxièmement, j'ai trouvé ça navrant que des collègues à moi perdent leur emploi. Ça, c'est certain. Et ça aurait été mieux si on avait pu les garder. Mais, qu'est-ce que vous voulez, la situation est telle que même CKAC et CJMF sont à faire la même chose. Je reviens là-dessus. Le drame dans toutes les salles de nouvelles, parce que c'est pas seulement chez nous, comme Pierre le dit, c'est que, avec toute la compétence qu'ils ont, ils sont dans le réseau AM, et dans le réseau AM, ça prend pour attirer du monde, des gens comme Pasco, ça prend des gens comme Cournoyer, des gens comme Gilles, puis même du côté de Radio-Canada, ça prend des gens comme lui. Parce que ce que je dis par là, c'est qu'il y a une sorte de balancement qui est presque impensable. Quand Pasco est parti de CKAC, c'est parce qu'à un moment donné, Pasco avait décidé de partir de CKAC, et là-bas, il y avait besoin de Pasco. Si il n'y avait pas eu Pasco, peut-être que la salle de nouvelles aurait moins duré longtemps. Et c'est ça que le poste des internés, parce que, sans me prendre pour un autre, j'ai aidé à remonter la qualité. Et n'oubliez pas Nathalie Petroski, c'est elle qui aide à faire rendre la presse aussi. Mais Nathalie, on a quand même l'impression qu'avec le temps, vous vous êtes habitué un peu. L'insulte. Ça, c'est l'insulte. Mais je me parle, oui. Moi, je pense que c'est pas vrai. Peut-être que c'est plus de censure. C'est plus consciente. Puis, ben, je viens aussi d'arriver dans... Enfin, ça fait un an que je suis à la presse. Je considère que c'est quand même peu de temps pour moi. Vers ces nouvelles là-dedans. Et après, moi, dans 5 ans, peut-être. Et moi, je pense qu'elle est trop payée. Je suis très payée.
le métier que vous faites, est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne vous a fait des menaces? Ben, je dirais pas c'est-à-dire des menaces de mort, là, mais des menaces soit de vous traîner devant la justice ou de vous blesser. Oui. Si? Bon, moi, j'en ai eu de nombreuses, madame, durant la crise amérindienne. J'ai reçu des balles de carabine dans le courrier. On me disait sur le paquet « Next one's gonna be in your head » au général Costé de CGMS. J'ai reçu des paquets indescriptibles ici à la télévision, comme cadeau de Noël. J'ai reçu des lettres et des gaillards sont venus voir à la porte du poste ici. Qu'est-ce que ça fait, cette ville, à l'intérieur? Ben, ça fait réfléchir. Écoutez, on se souvient du film Passé aux deux, qui est une histoire véritable. Dans une ville où il y a un bassin de 3 millions, on ne sait jamais. Il peut y avoir un malade plus malade que l'autre qui veut s'en prendre la vie. Effectivement, c'est un sujet de réflexion. Mais en même temps, le mode touriste qui va à Miami se fait assassiner sans raison aussi. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et à bientôt. C'est le même numéro du stratégie si vous voulez participer à l'une ou l'autre de nos émissions. 514-790-4. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. La semaine prochaine, Claire Lamarche, sur les toxicomanes.